Bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant étudier le mouvement d'un pendule sur un cône. Donc un pendule, normalement, c'est quoi? C'est une masse munie d'un câble qui lui est sans masse, d'une longueur fixée, qui est inextensible. Le pendule, normalement aussi. On va notamment voir ces équations du mouvement plus tard. Mais ce pendule-là, il est placé le haut d'un cône. L'extrémité libre de son câble est fixée en haut du cône et la masse est astreinte à se déplacer sur le cône. Donc on le pose, et peut-être on lui donne une vitesse, enfin peut-être c'est ce qu'on fait, on lui donne une vitesse initiale, et on va voir quel va être son mouvement, donc son mouvement va être le long du cône. Alors, vous pouvez déjà vous imaginer que ça va être circulaire, mais on va voir que, on va prouver que ça l'est, et nous allons voir qu'il est simplement soumis à une accélération centripète dans ce contexte. Alors, notre référentiel de travail va être le référentiel absolu, mais ça je vais en parler. Déjà, laissez-moi vous présenter un peu le dessin, je sais qu'il est chargé, mais j'ai fait de mon mieux. Donc ici, on a notre repère cartésien OE1, E2, E3. D'accord? Il est justement, c'est le centre de rotation qui va être circulaire de notre masse ici. Ici, on a le câble qui est le long du cône. Rappelez-vous, on est en train de traiter de la mécanique d'un point matériel. Donc, le point en tant que tel n'a pas de rayon, n'a pas de diamètre. Donc, le fil là et le point vraiment touchent le cône en réalité. Les frottements sont négligés. Enfin, le point, c'est sûr, mais le câble aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas la masse, puis le câble qui a une certaine, comment dire, un certain espacement avec le cône. Ça changerait nos valeurs pour la trigonométrie ici, notamment angle, ce qui n'est pas le cas. Donc, le câble est censé épouser parfaitement le cône. Bien que mécaniquement, et enfin, surtout dynamiquement, il n'y a aucune force qui agit dessus. Voilà, donc on a notre cône. On a placé un repère cylindrique sur la masse, qui est repéré par le point P. Le repère cylindrique, c'est euro phi EZ. Les forces qui agissent sur la masse, bien sûr le poids, la tension du câble, et surtout, n'oubliez pas la réaction normale du cône. Parce que sinon, eh bien, votre masse serait en train d'entrer dans le pendule, d'accord? Parce que vous avez une tension du câble comme ça, un poids comme ça, donc la résultante, ce serait d'aller vers l'intérieur du cône. Mais la force de réaction normale l'en empêche. Donc là, j'ai fait une représentation, on va dire, en 3D. Là, je vous ai fait une représentation dans le plan. J'ai placé θ, donc θ, ce n'est pas un angle qui varie parce que notre masse, dans cet exercice, on considère qu'elle ne se décolle pas du cône. Donc ici, θ, c'est θ fixe, c'est le demi-angle d'ouverture du cône. D'accord? Vous avez l'angle en haut du cône, c'est la moitié qu'on a appelé θ. Donc là, j'ai replacé le point O qu'on retrouve ici avec le vecteur unitaire E3. Je n'ai pas placé E2 parce que la masse va tourner, donc il n'est pas forcément ici, on n'a pas forcément E2. D'accord? Vous voyez qu'ici, on n'est pas. Le plan que j'ai pris, c'est le plan qui contient le câble, la masse et le vecteur unitaire E3. Là, il n'y a pas de vecteur unitaire à l'horizontale. Par contre, le repère cylindrique, il est bien représenté comme ça, euro, EZ et E phi qui part là-bas. Le point, on le retrouve toujours vers le bas, la tension du câble elle est logique, et vous voyez bien que la réaction normale, elle est orthogonale au câble. Pourquoi? Parce que le câble épouse la surface du cône, or, la réaction normale est orthogonale, elle est normale à la surface. Et la surface, c'est quoi? C'est la surface du cône. Voilà. Donc là, je pense qu'on est à peu près clair, et le câble est de longueur L. On peut, je pense, commencer et trouver les équations du mouvement de notre problème, de notre système surtout. Donc le référentiel d'étude. Encore une fois, je sais que c'est un peu rébarbatif, mais mieux vaut que ça soit, comment dire, simple que compliqué. Ça reste le référentiel terrestre pour l'instant, galiléen absolu. Donc la première loi et deuxième loi de Newton, ils sont directement applicables sur un système qu'on étudie. Le repère, alors il n'y en a pas qu'un seul. Le repère, il y en a deux ici. J'ai mon repère qui est cartésien, le O, E1, E2, E3, E1, E2, E3, qui lui est fixe. Il est fixé au référentiel. Et j'ai le cylindrique, P, alors si je casse toutes mes craies, ça ne va pas le faire, P, euro, E phi, EZ, dans cet ordre, toujours. Et lui, il est mobile. Pourquoi il est mobile dans le référentiel? Parce qu'il est attaché à la masse et il se déplace avec la masse, d'accord? Votre repère cylindrique, ici, il est fixé sur la masse. Il va se déplacer avec la masse. Donc, on a le référentiel, les repères, oui, le système, c'est notre masse M, qu'on étudie, d'accord? C'est la masse M.
Alors, modèle de force, je crois qu'on va le faire sur le tableau là-bas. Alors, je vous ai dit, on a 3 forces. Et là, j'en ai pas oublié. Poids, tension du câble, réaction normale. S'il n'y a pas de frottement, il n'y a rien d'autre. Et la réaction normale est là tant que notre masse ne se décolle pas du cône. Donc, nous avons, je vais commencer par le plus simple, peut-être le poids. Et ce qu'on veut faire, c'est bien sûr, c'est une force, c'est une grandeur vectorielle. Ce qui veut dire que physiquement, elle est comme elle est dessinée, elle est là. Mais j'ai le droit de la projeter dans le repère que je veux. J'ai 2 repères de choix, de prédilection. Et, en fait, j'en ai un repère de prédilection, celui que je veux vraiment travailler, celui avec lequel je veux travailler. Si j'ai placé un repère cylindrique, c'est sûrement que ça va me simplifier mes équations du mouvement, car je connais l'accélération en coordonnées cylindriques. Je l'ai déjà dérivée précédemment dans la théorie, et vous l'avez sûrement fait aussi en cours, et maintenant on peut l'utiliser simplement en la reprenant dans le formulaire. Par conséquent, les forces, nous allons les projeter dans le repère cylindrique. Donc mg, ça va être moins mg ez. Pourquoi moins mg ez? Parce que c'est collinéaire à ez, mais de sens opposé. Ez pointe vers le haut, tandis que le poids pointe vers le bas. Ensuite, nous avons la tension du câble, que j'ai appelée T. On va nommer sa norme T, donc vecteur T égale T fois la norme, et là on va projeter. Donc vous voyez, vous l'avez ici. Maintenant, ce que vous voulez, c'est créer un angle entre T et un des vecteurs unitaires du repère cylindrique. Bien, le plus simple, c'est, voilà, si vous avez 2 droites parallèles et qu'une 3e droite les coupe, eh bien, l'angle que vous retrouvez ici, vous le retrouvez là. Pardon, je vais me faire peut-être taper sur les doigts, c'est ces histoires d'angle alterne-interne, je crois. Je ne me rappelle plus du bon terme, mais enfin, vous m'avez compris. Donc l'angle θ qui est ici, vous le retrouvez là. Donc là, on a un angle θ entre EZ et T, ce qui veut dire que EZ va prendre le cosinus θ. Et je mets en dernier parce que dans l'ordre, c'est mon dernier vecteur unitaire EZ. Mon dernier vecteur unitaire. Maintenant, je vois que je me balade en plus T cos EZ. Et après, je vais me balader en moins T sin θ euro. Là, je me balade en plus EZ, et après, je me balade à l'opposé de euro pour finir et reconstruire mon vecteur T, qui représente ma tension du câble. Donc, je vais avoir un moins sinus ici θ euro, que j'additionne à plus cosinus θ EZ. Pourquoi E phi n'apparaît pas dans l'expression de la tension du câble? Parce que la tension du câble est dans un plan, qui est orthogonal à E phi. Par conséquent, impossible de projeter cette force selon E phi. Il n'a pas de composante selon E phi. Pourquoi? Parce que le produit scalaire de E phi avec T donne 0. Ce sont des vecteurs orthogonaux. Donc si un vecteur que vous essayez de projeter est orthogonal à un des vecteurs unitaires du repère, par conséquent, il n'a pas de composante selon celui-ci. Alors maintenant, on va passer sur la réaction normale. N. Donc norme N, très bien. Mais là, pareil, il nous faut des angles. Alors, vous savez que T et N sont à angle droit. Pour la raison que j'ai définie avant, T est le long de la paroi et N est orthogonal à la paroi. Ici, vous avez l'angle θ entre la verticale et T. Vous êtes d'accord que si, là, les deux vont se déplacer à angle droit, d'accord, T et N. Si je diminue l'angle θ, T serait le long de E3, n'est-ce pas? Et N serait parallèle à euro. Maintenant, je crée un angle. Je commence à avoir un angle entre E3 et T. Je commence aussi à avoir un angle entre N et euro. Et il se trouve que, je vous laisserai le démontrer par géométrie, l'angle qu'on a ici, c'est aussi θ. Entre N et l'axe animé par le vecteur unitaire euro. Passons par le point P. Donc, pareil, si θ touche l'axe animé par le vecteur unitaire euro, c'est euro qui va prendre le cosinus. Maintenant, est-ce qu'on est en plus ou est-ce qu'on est en moins? Eh bien, je vois que si je commence là, je me balade en plus n cosinus θ euro, et je vais me balader en plus n sinus θ ez, puisque par élimination, le ez va prendre le sinus. Donc j'ai cosinus θ euro
plus sinus θ EZ. Voilà. Donc là, j'ai posé mon modèle de force. Je vais juste vérifier que ce que j'ai écrit est consistant avec ce que j'ai là. Moins T, oui, c'est tout bon. Je suis content. La seule chose, ça, on ne va pas forcément l'utiliser, mais je pose quand même la condition initiale. Alors, je n'en donne pas une forcément pour la position. Enfin, on pourrait donner un angle. On pourrait dire que l'angle phi, que je n'ai pas représenté d'ailleurs, j'aurais dû représenter l'angle phi. C'était juste pour ne pas surcharger le dessin, mais entre E1 et Euro. Donc la condition initiale, je vais simplement la donner sur la vitesse initiale. Je vais dire que je donne. Alors, je pourrais dire que je donne une vitesse initiale en mètres par seconde. Là, je vais donner une vitesse initiale en fait, je vais donner une vitesse angulaire initiale. Ce qui marche tout aussi bien, puisque le rayon ici ne va pas changer. Alors, donc je vais avoir phi point AT égale 0 est égal à phi point avec le sous-indice 0. Ce n'est pas du tout original, mais ça marchera. Juste pour dire que voilà, on n'a pas simplement posé le pendule là, on lui a donné comme une vitesse initiale pour qu'il commence à tourner. Sinon, si on le posait simplement sans vitesse initiale, il serait, sauf erreur de ma part, il serait normalement, oui, à l'équilibre. Parce que si on ne lui donne pas une vitesse initiale, oui, il sera à l'équilibre. Ok. Très bien. Donc là, on passe, voilà, on a posé référentiel, repère, système, modèle de force, condition initiale. Je vous propose maintenant d'aborder la loi de la dynamique et de voir que nous donnent les équations du mouvement. Donc la loi de la dynamique, ça va être la deuxième loi de Newton appliquée deuxième loi de Newton appliquée à notre système dans le référentiel absolu, terrestre ici, qui nous dit que la somme des forces extérieures agissant sur notre système est égale à sa masse fois son accélération. Maintenant, les forces extérieures, eh bien, je vais les représenter, mais je vais les regrouper par terme. Je vais avoir du n cos θ moins t sin θ euro. D'accord? Plus du n sin θ, t cos... Non. Si, c'est selon EZ. Tout ça, on n'a rien selon phi. Ouais. Donc, on va avoir plus t cos θ plus n sin θ. On n'oublie pas le poids, moins mg. Le tout selon la composante EZ. Et ça va être égal à la masse fois l'accélération. Donc la masse et l'accélération en coordonnées cylindriques. Alors je la reprends. Ça va nous donner du ρ point, donc l'accélération selon la coordonnée du rayon, moins ρ phi point carré, la vitesse angulaire élevée au carré multiplié par le rayon. Ça, c'est dans la direction euro. Plus ρ phi point, donc le rayon, l'accélération angulaire, plus la vitesse selon la coordonnée du rayon fois la vitesse angulaire dans la direction et le sens de phi, plus l'accélération selon la verticale, l'axe Z, donc Z point, animé, du vecteur unitaire EZ. Donc ça doit être égal à ça. Or, qu'est-ce que j'ai dit? Deux vecteurs égaux sont égaux si et seulement si, enfin c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai énoncé cette loi, mais deux vecteurs, mais ça reste vrai, pour autant. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales. Donc tout ce qui va être en euro de le côté du signe égal va être égal à tout ce qui est en euro du côté droit, et etc. pour toutes les composantes. Mais il y a une chose en fait que j'ai oubliée ici. Souvent quand on travaille avec les coordonnées cylindriques ou sphériques, on aime bien faire appel à ce qu'on appelle des contraintes pour simplifier justement notre loi de la dynamique lorsqu'on l'a appelée donc nos équations du mouvement. Et les contraintes, eh bien on en a plusieurs. La première, c'est que vous voyez en fait là notre particule va rester à la même hauteur z, d'accord? Pourquoi? Parce que ici l'angle ne change pas, la longueur ici ne change pas, donc par conséquent la
hauteur à laquelle va se trouver selon un repère, et là j'ai fixé O de façon à ce que la masse soit à la hauteur de O, donc sa hauteur est définie à z égale 0. Donc ça c'est fixé. On a z égale 0, donc c'est une constante, enfin je peux le préciser, mais z égale 0 c'est encore plus fort. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ρ? Ρ, on l'a pas, alors on pourrait laisser ρ, mais on peut même le... Ça va être constant aussi, hein. Ça, cette distance-là ne va pas changer, d'accord? Si la longueur du câble ici ne change pas, l'angle ici ne change pas, bah, tout est fixé dans ce triangle, rectangle. Ici, c'est fixé, le rayon, et puis cette hauteur-là, qui ne représente pas la hauteur du point. Attention, la hauteur du point, c'est là, mais peut-être la hauteur jusqu'au sommet du cône. Mais ces deux longueurs-là sont aussi fixées. Et ici, on peut simplement utiliser la longueur du câble, ici L, et faire appel au fait qu'on est en train de calculer le côté opposé, c'est le rayon. Donc notre ρ va être égal à quoi? L fois sinus θ. C'est avec la formule SO, K, toi, SO. Sinus de θ est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc l'opposé est égal à l'hypoténuse fois le sinus de l'angle. Donc ρ est égal à L fois sinus θ. Est-ce que θ change? Non. Est-ce que L change? Non. Par conséquent, ρ est une constante. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Maintenant, si ça c'est constant, on part, eh ben, Z point et Z point point sont nuls, mais également ρ point et ρ point point vont être nuls. Donc les dérivées premières et secondes par rapport au temps de nos coordonnées. Revenons maintenant à notre équation du mouvement. Je vous laisse écrire ça si vous en avez besoin. Et on revient ici. Là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux simplifier beaucoup de choses, et je vais le faire. Le ρ point point ici part, le ρ point ici part, le z point point ici va partir. Voilà. Je n'ai rien à supposer sur l'accélération angulaire, d'accord? Je sais que je pars avec une vitesse angulaire initiale phi point 0, mais je ne sais pas si j'ai une accélération angulaire ou pas. Je suppose ne pas savoir. Bon, je sais le résultat, mais on va le trouver grâce à nos équations du mouvement. Donc là, faisons ça. Donc on va mettre toutes les composantes selon euro. On va écrire nos équations de mouvement, donc on a quoi? On a n cos θ moins t sinus θ. D'accord? C'est là. N cos θ moins t sinus θ qui doit être égal à la masse. S'il vous plaît, rappelez-vous de la masse fois moins, donc je vais mettre le moins devant, moins m rho phi point carré. Et normalement, ça devrait vous faire penser à, c'est vraiment rho phi point carré, c'est de l'accélération centripète, ça. Moins rho phi point carré. Et multiplié par la masse, c'est une force centrale. Mais nous avons d'autres forces et d'autres termes, donc on ne conclut pas trop vite. On va ramener justement, selon E phi, on n'a pas de force, mais on a un terme d'accélération qui est ρ phi point point. On l'écrit. Donc ça, c'est selon E phi. D'accord? J'ai pas de force selon E phi, mais j'ai un terme d'accélération selon E phi qui est ρ phi point point, donc je l'écris. Maintenant, je peux penser à la coordonnée EZ, où là j'ai des termes de force, je vais avoir t cosinus θ plus n sin θ moins mg, t cos θ moins n sin θ moins mg, qui doit être égal au terme d'accélération, mais celui-ci est nul, parce que z est fixé, donc c'est égal à 0. Voilà, donc j'ai trois équations. Qu'est-ce que je peux en tirer immédiatement? Eh bien là, je peux déjà mettre une accolade, puis partir un peu là-dessus. Rho, c'est fixé, je pourrais le remplacer directement par L sinus θ. Je ne le fais pas encore juste pour alléger ma notation, mais on sait que c'est égal à L sinus θ. C'est une constante. Donc là, je peux diviser 0 par ça, sans souci. Enfin, de toute façon, même si ce n'était pas constant, j'aurais pu dire que soit ρ est nul, soit phi point point est nul. D'accord? Mais vu que là, ça c'est constant et c'est pas nul, je sais que phi point point doit être nul. Et si phi point point est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération angulaire est nulle. Si l'accélération angulaire est nulle, la vitesse angulaire est constante. Voilà, mais ici, sur la dernière, on va isoler pour n. Donc on va écrire n est égal à... Alors je ramène n sin θ de ce côté-là, donc je vais avoir t cos θ moins mg. D'accord? Que je vais diviser par sinus θ. Alors est-ce que j'ai le droit de diviser par sinus θ? Sinus θ va être nul. Bon là, on considère que notre θ, il peut être entre 0 et pi sur 2 radians, ou 0 et 90 degrés. Eh bien, notre sin θ va être nul si notre θ vaut 0. Ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cône, d'accord? Ce qui n'est pas le cas, c'est exclu, donc je peux diviser tranquillement, ici par sinus θ. Maintenant, je rabats le n que j'ai ici, je vais le rabattre là-haut. Vous voyez que j'ai n fois cosinus θ. Or, rappelez-vous, sinus θ divisé par cosinus θ, c'est égal à
tangente θ. Maintenant, j'ai cosinus θ divisé par sinus θ, donc c'est l'inverse de tangente θ, donc c'est 1 sur tangente θ. Donc là, c'est ce que je vais écrire. Je vais avoir t cosinus θ moins mg sur tangente θ. D'accord? Parce que le cosinus θ ici se fait diviser par le sinus θ, ça nous fait une division par tangente θ. Moins t sinus θ est égal à moins m rho phi point au carré. Alors ça, bien voilà, là je suis, donc je vais appeler ces équations 1, 1, 2 et 3. La 3, bon voilà, j'ai exprimé n. θ étant constant, voilà, ça ne m'intéresse pas plus que cela. mg étant constant, ça ne m'intéresse pas plus que cela. Je ne sais pas encore si t est constant, par contre. Ça, on va voir. Donc je ne peux pas dire que n là tout de suite est constant, on va voir en fait, puisqu'il dépend de t. On va exprimer notre t là-haut. Donc en fait, je vais simplement reprendre la première équation pour l'instant, et je vais factoriser par t. Donc si je factorise par t, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir t qui est égal à cosinus θ, oui, alors cosinus θ moins mg tangente θ. Donc, si je factorise, est-ce que je peux faire ça d'une façon propre ou je dois garder ce terme qui est moche? Je crois que je dois garder ce terme qui est moche, hein. J'ai pas d'autre choix. Bon, on va factoriser déjà. Non, mais non, si, je peux. Si, clairement, je peux. Attends, n'allons pas trop vite. Ici, j'avais t cos θ moins mg sin θ, ça a été OK. Donc là, je vais avoir un cosinus θ divisé par tangente θ, ce qui va nous donner un. Je pourrais avoir un cos carré en haut. Ouais, c'est ça que ça va nous donner. Mais je vais garder le cosinus θ sur tangente θ, c'est très bien. Cosinus θ sur tangente θ moins sinus θ. D'accord? Donc là, j'ai pris ce terme-là, hein. T cos θ sur tangente θ et moins t sin θ. Il me reste le moins mg sur tangente θ, je ne dois pas l'oublier. Moins mg sur tangente θ. Et le tout était encore égal à moins m rho phi point carré. Ma foi, je peux laisser l'équation comme ça ou lancer tout de l'autre côté. Je vais le faire. Ça va donner une expression qui n'est pas très belle, mais voilà, on va faire avec. Quoique si je multiplie ici en haut et en bas par tangente θ, je vais avoir quoi? Si je multiplie, attendez, je vais juste faire le calcul ici à côté. Cos θ sur tangente θ. Sinus θ en multipliant en haut et en bas par tangente θ, sachant que tangente θ, oui, ça va nous... C'est pas parfait, mais bon, on va s'en satisfaire. Voilà, ce qui nous permet d'avoir le tout sur le même dénominateur. Donc ici, j'ai cos θ moins sin θ tangente θ. Donc quand je vais envoyer tout ça de l'autre côté, je vais obtenir du moins m rho phi point au carré plus mg tangente θ. Le tout qui est multiplié par l'inverse de cela, puisque en fait je dois diviser par ça. Donc vu que c'est une fraction, je vais inverser, et la fraction je l'ai écrite là-bas. Du coup je vais avoir du tangente θ en haut, et je vais avoir du cos θ moins sin θ tangente θ en bas. Bon voilà, c'est pas forcément nécessaire de faire cela, mais on le fait si c'était demandé. En réalité, vous aurez pu vous arrêter là. D'accord? Vous avez trouvé vos équations de mouvement ici. C'est déjà fait. Mais je voulais aussi un peu m'amuser pour exprimer t. En fait, raisonner un peu, θ ne change pas, d'accord? Donc tous ces termes-là sont constants. Mg est constant. M, ρ sont constants. On se rappelle que ρ c'est égal à L fois sinus θ. Phi point ici ne va pas changer, c'est constant parce que phi point point là-bas est nul. On sait que la deuxième équation, que phi point va être constant. Et si on évalue phi point, c'est sous-entendu du temps, hein, mais si on l'évalue au temps 0, bah c'est égal à phi point 0. Donc la constante ici est en fait la vitesse angulaire initiale. Donc notre terme ici est aussi constant, donc tout t est constant, n aussi. Donc mg, n et t sont constants, et vous voyez que vous n'avez pas d'accélération selon la direction z, vous n'avez pas d'accélération selon la direction phi. Par conséquent, la seule accélération que vous avez, c'est selon euro, donc votre pendule ici qui est astreint à se déplacer sur un cône, il oscille pas sur le cône, il tourne simplement autour du cône après qu'on lui ait donné une vitesse initiale et qu'on néglige les frottements, eh bien, il va être soumis à une force centrale. Voilà, donc c'est un autre exemple où vous avez un système qui est soumis à une force centrale et donc à une accélération centripète et qui tourne
selon une trajectoire circulaire. Et ça va bien être le cas, parce que si on mettait de la peinture ou de l'encre sur le pendule, on verrait que vraiment il aurait tracé un cercle, et si on coupait le cône le long du tracé, eh bien, vu de haut, on verrait en effet un cercle, avec un rayon qui est égal à L sinus θ. Voilà, j'espère que ça vous a été un peu utile. J'insiste sur la fin ici, pas obligé de faire ce développement, mais je voulais juste le faire. Voilà, donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Et merci d'avoir suivi. Alors, juste que je regarde au niveau des signes, est-ce que ça a l'air d'être correct, ça? Ouais, ça m'a l'air d'être correct. C'est juste les signes ici qui n'étaient pas... J'avais pas les mêmes signes. C'est intéressant. Est-ce que je me serais trompé? Ah oui, j'ai recopié trop vite. Pardon, j'espère que vous l'avez vu avant. Ça, là, ici. Lorsque j'ai repris la force ici, c'est pas moins, c'est plus n sin θ, pardon. Hein. Donc ici, vous avez un plus. Donc vous avez un plus ici. Vous avez, si vous lancez de l'autre côté, vous retrouvez un moins. Donc on va plutôt passer mg et t cos θ de l'autre côté. Donc on va se retrouver avec du plus mg et du moins t cos θ. Et une fois qu'on va le ramener en haut, eh bien ici on aura la même chose, plus mg moins t cos θ. Ce qui fait que quand on va factoriser, on va avoir du moins, donc on va juste avoir du moins ici. Et ici on va avoir du plus, puisque j'ai moins t cos θ moins t sin θ. Ici on garde le plus mg. Par conséquent, si on l'envoie de l'autre côté ici, on ne va pas avoir du plus mg, mais on va avoir du moins mg. Et ici on va avoir du plus sin θ. Tangente θ. Je revérifie. Là-bas, du coup, ici, c'était un plus. Est-ce que ça a l'air d'être consistant avec ce que j'ai écrit là? Oui, ça m'a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être bon. Oui, ça a l'air d'être bon. Voilà. Bon, soit. On l'a lancé de l'autre côté. Et Et bien sûr, s'il y a un moins ici, eh bien on peut simplement le répercuter là. On aura du plus et du plus. Voilà. Parce que ici, je multiplie aussi par le moins 1 de l'autre côté. Quand on l'a divisé là, on envoie le... Attendez, je rallume ça. Alors, juste une seconde, j'ai fait un plus, que je reprenne. Oui, ça c'était bon, Par contre là, voilà, je l'ai envoyé de l'autre côté. Oui, voilà, je l'ai envoyé de l'autre côté, j'ai un moins, et je simplifie en plus. Désolé pour ça. Donc voilà, donc des erreurs de signes peuvent aussi arriver, puis vous pouvez aussi les récupérer assez facilement. Peut-être une bonne façon pour moi de me rattraper là-dessus. Mais voilà, c'est pas catastrophique, même si vous faites des erreurs, vous pouvez les reprendre. Bon, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. On va sûrement démarrer sur l'oscillateur harmonique maintenant. Merci.